Au coronavirus, l'homme de 52 ans est revenu de l'Italie le 6 mars dernier pour assister au Maguel de Porokhane. Toute sa famille est placée en quarantaine, le Covid-19 considéré désormais par l'OMS comme une pandémie. Retour de parquet pour Hassan Gueye, présumé meurtrier de Mariem Diagne à Thiès. Le parquet a demandé l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinat. Hassan Gueye sera fixé sur son sort demain jeudi. Lutte contre l'immigration clandestine, le Sénégal et l'Union européenne signent un nouveau partenariat, un budget de près de 6 milliards de francs CFA pour la formation des acteurs à travers le renforcement de capacités et le développement d'une synergie entre les forces de défense et de sécurité. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Mais d'abord, cette découverte macabre à Louga, un trentenaire est retrouvé mort sur la voie publique. Le corps de cet homme est déposé à la morgue de l'hôpital régional de Louga. Nous y reviendrons. Et le parquet ouvre une information judiciaire, une information pour assassinat et a requis le mandat de dépôt dans l'affaire Mariem Diagne à Thiès. Selon Libération Online, le présumé meurtrier a bénéficié d'un retour de parquet. Le dossier sera transmis ce jeudi au doyen des juges de Thiès. Si l'instruction confirme la mise en accusation, Hassan Gueye risque les travaux forcés à perpétuité. Et puis justement, ces chiffres de la police nationale qui viennent de tomber, 6 cas de meurtre ont été enregistrés au mois de février contre 11 au mois de janvier. 2 bandes de malfaiteurs redoutables démantelées. Pour les accidents de la circulation, 407 ont été constatés, dont 11 mortels. La police annonce également que 4111 personnes ont été interpellées entre le 1er et le 27 février par les commissariats centraux spéciaux d'arrondissement au cours de leur opération de sécurisation. Parmi ces personnes interpellées, 63 sont de nationalité étrangère. Bonne et mauvaise nouvelle concernant le coronavirus aujourd'hui. La mauvaise d'abord, c'est qu'un Sénégalais résidant en Italie est testé positif. Il est actuellement hospitalisé au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. La bonne nouvelle, c'est la patiente britannique qui, elle, est déclarée guérie par les autorités. Le Sénégal compte à ce jour 3 cas officiels de coronavirus. Fatima Touré, Modou Diop. Après quelques jours en veilleuse, le Covid-19 refait surface. Un nouveau cas est testé positif et cette fois-ci, il s'agit bien d'un Sénégalais. Il s'agit d'un Sénégalais résidant en Italie, arrivé le vendredi 6 mars 2020 à l'aéroport international Blaise Diagne. Il a consulté le mardi 10 mars 2020 au lendemain de l'apparition de ses premiers symptômes. Ce patient a immédiatement été prélevé et isolé. Toujours concernant le virus, 7 autres cas ont été testés, mais aucun positif. S'agissant du traitement, les résultats semblent rassurants. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale informe en outre que le deuxième test de contrôle effectué sur la ressortissante britannique hospitalisée au service des maladies infectieuses de Fann est revenu négatif. La patiente est donc déclarée guérie. Notez que le patient sénégalais revenu d'Italie est actuellement admis au service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. La patiente britannique, quant à elle, devrait sortir incessamment de l'hôpital. Au total, 5 cas ont été confirmés depuis l'apparition de la maladie. 2 ont guéri. Merci Fatima. En Italie, le pays est presque à l'arrêt. Le nouveau bilan ce soir est de 827 morts et plus de 12 000 cas. La propagation de la maladie là-bas a une incidence, vous allez le voir, sur le quotidien ici des Lougatois. Les transferts d'argent se font de plus en plus rares du fait des mesures de confinement en Italie. Tchernofal. Louga fait partie des villes où l'émigration joue un rôle très important dans l'économie locale. Ici, beaucoup de familles dépendent des émigrés qui envoient chaque mois d'importantes sommes d'argent destinées à leurs proches. Parce que on peut dire que la majorité de la population, surtout les pères de famille, sont à l'étranger, particulièrement en Italie.
les immigrés qui sont les Sénégalais de l'extérieur, chaque année, ils envoient presque 2 milliards de notre franc CFA. Alors, ça fait 2 ou 3 mois, ils ne travaillent pas. Mais aujourd'hui, avec l'épidémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, ces derniers, surtout ceux qui sont en Italie, commencent à avoir des difficultés pour envoyer de l'argent au Sénégal à cause de la quarantaine. Ça va poser un problème parce que les transferts venant d'Italie sont bloqués. Depuis 2 jours, je n'ai même pas reçu un transfert venant d'Italie parce que j'ai un collaborateur là-bas. Depuis 2 jours, il n'a pas ouvert les portes pour faire des transactions. Donc ça va impacter l'économie. Ce problème, maintenant, cela se ressent aux familles qui sont ici à Louga. Je sais que ce mois-ci, ils auront eu des problèmes. Et spécialement, vous savez, avec cette crise qui est en train de taper ici, les factures des courants, les factures des eaux, ce sont les Sénégalais qui sont là-bas qui portent tout, assurent leurs responsabilités. Alors maintenant, ça fait 2, c'est le 3e mois qu'ils ne travaillent pas. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de familles ici, mais ils ne pensent pas avoir de l'argent qui vient de l'Italie. En Italie, le gouvernement a élargi la quarantaine dans tout le pays. Une situation qui, selon le représentant de Ndiambour Self-Help à Louga, peut impacter négativement sur la vie des Sénégalais. C'est pourquoi il demande à l'État de penser à ces derniers. Maintenant, moi, je fais appel au gouvernement de penser les Sénégalais qui sont là-bas avec leurs familles. Ils sont en train maintenant d'avoir des problèmes pour vivre là-bas économiquement, pour tenir leur famille. Et alors, si ils ne travaillent plus, vraiment ce sera un problème. Si la personne avec sa famille, il ne mange pas, c'est la maladie plus pure encore. Et avec que tu ne manges pas, tu n'as plus de l'argent et la maladie te contamine, ce sera un problème. Comme tout père de famille qui a ses parents à l'extérieur, tout à fait, ça vraiment c'est l'émotion, c'est l'angoisse, mais quand même on a vu passer Ebola, donc ce que je conseille c'est vraiment de se calmer et de gérer et de faire très attention à beaucoup c'est aussi une question de rumeurs, quoi. Donc il ne faut pas se laisser berner par ces rumeurs. Louga compte à nos jours des milliers d'émigrés résidant en Italie. Aujourd'hui, leurs familles laissées sur place essaient de garder leur sérénité tout en priant pour que Dieu les préserve contre cette maladie mortelle. Merci Tierno. Et l'épidémie peut être considérée désormais comme une pandémie selon l'OMS. Le patron de l'institution reconnaît que le rythme de propagation de la maladie dans le monde s'est gravement accru. Plus de 110 000 personnes contaminées dans le monde depuis fin décembre 2019. Le directeur général de l'OMS a fait ces révélations lors d'une conférence de presse de l'organisation à Genève. Daniel Diouf. D'abord, qu'est-ce qu'une pandémie ? Quel est le seuil épidémique qui conduit à ce stade? Selon l'Organisation mondiale de la santé, on parle de pandémie en cas de propagation mondiale d'une nouvelle maladie. C'est lorsqu'un nouveau virus apparaît et se propage dans le monde entier, la grande majorité de la population n'étant pas immunisée contre ce nouveau virus, son impact et sa gravité sont potentiellement plus élevés que dans le cas d'un virus déjà connu. Or, l'OMS constate cet état de fait. L'institution déclare être profondément préoccupée tant par les niveaux alarmants de propagation et de gravité du Covid-19 que par les niveaux d'inaction dans le monde. Selon son directeur général, le nombre de cas en dehors de la Chine a été multiplié par 13 et le nombre de pays touchés a triplé au cours des 2 dernières semaines. Par conséquent, il est établi que le Covid-19 peut être qualifié de pandémie. Les chiffres en attestent. D'après le patron de l'OMS, depuis l'apparition du Covid-19, plus de 118 000 cas d'infection ont été recensés dans 114 pays. La maladie a également causé la mort de 4 291 personnes. Les pays les plus touchés, après la Chine, restent l'Italie avec 12 462 cas, 631 décès, l'Iran, 9 000 cas, 354 décès, la Corée du Sud, 7 755 cas, 60 décès, et la France, 1784 cas, 33 décès. Le patron de l'OMS estime que dans les jours et les semaines à venir, le nombre de décès et le nombre de pays touchés allaient augmenter.
Merci Daniel. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi la disparition de Serigne Abdoulaye Niang, inhumé aujourd'hui à Touba. Il repose désormais en paix. Le célèbre chanteur de Khassaïd est décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans. L'homme aura marqué son époque de par ses déclamations de Khassaïd, des chants panégyriques de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa maison à Saint-Louis a été prise d'assaut dès l'annonce de son rappel à Dieu. Ousseynou Diop, Habib Seck. Cette voix a marqué toute une génération, toute une communauté. Depuis la disparition d'Abdoulaye Niang dans le quartier Sordaga à Saint-Louis, toute la communauté musulmane, surtout celle mouride, pleure le grand chanteur des Khassaïd de Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. La levée du corps d'Abdoulaye Niang a eu lieu ce mercredi dans la vieille ville, avant son inhumation quelques heures après à Touba. Gorgui Abdoulaye Niang, vraiment c'est une grosse perte pour Saint-Louis. Donc nous sommes réveillés aujourd'hui vraiment dans la grande tristesse, profonde tristesse, parce qu'en fait il a beaucoup fait pour notre religion, l'islam, pour en particulier aussi pour la communauté mouride. Vraiment il était comme un ambassadeur de Saint-Louis et de la communauté mouride. Vraiment c'est une grosse perte. Mais quand même nous prions pour lui, pour que son âme repose en paix et que Serigne Touba vraiment l'accueille. Une foule immense l'a accompagné dans sa dernière demeure dans la ville sainte de Touba, où il repose désormais. Nous avons perdu un monument. C'est pourquoi toute la communauté mouride est mobilisée à Saint-Louis pour venir représenter notre Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha. Âgé de 93 ans, Abdoulaye Niang était un talibé mouride très engagé. Partout dans le monde, sa voix mélodieuse a été entendue pour chanter les Khassaïd de Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul. Merci Ousseynou. La direction de lutte contre les encombrements décidée à lutter contre l'occupation illégale de la voie publique. Plus de 100 mécaniciens ont été arrêtés et risquent d'être déférés au parquet. Vous le savez désormais, malgré les nombreuses opérations de déguerpissement, les déguerpis réoccupent les lieux quelques jours après. Selon les autorités, les récidivistes seront désormais traduits devant la justice. Fatou Bintou Conté, Amadouba. Des opérations de déguerpissement de grande envergure sont menées partout à Dakar. Malheureusement, les déguerpis reviennent sur les lieux. Et bizarrement, certains individus mal intentionnés, ils reviennent comme pour saboter le travail qui a été effectué en amont. Et chaque fois qu'on les déguerpit, on nettoie, on dégage, on commence des aménagements, ils reviennent, ils s'installent, et puis ils commencent à réparer des véhicules sur la voie publique. Ce mardi, une vaste opération a été faite en collaboration avec la gendarmerie, où 103 mécaniciens ont été interpellés et déférés au parquet. On a mené une opération de 9h à 13h, ça a donné des résultats probants. On a interpellé 103 récidivistes, tous des mécaniciens. Malgré les sommations et tout, malgré 6 à 7 fois qu'on est venu ici pour des opérations d'encombrement, et ils reviennent têtus et ils veulent nous imposer en tout cas leur loi. Ces mécaniciens récidivistes encourent de lourdes sanctions. En tout cas, on les a interpellés, 103, on les a mis à la disposition de la brigade de gendarmerie territoriale de Ouakam, qui va faire le nécessaire pour les déférer au niveau du parquet. Et maintenant, ils seront mis à la disposition de la justice qui va en décider. En tout cas, le lieutenant-colonel Magat Mbaye se veut clair et interpelle les autres déguerpis des autres endroits à ne pas se lancer dans cette situation. Maintenant, nous sommes passés à la vitesse supérieure. C'est automatiquement des arrestations et la mise à disposition à la justice. Ça doit être clair pour tout le monde. On va occuper le terrain et chaque fois qu'ils reviendront, on va leur tomber dessus, les interpeller et les mettre à la disposition de la justice. À Ziguinchor, après avoir délibéré en session du conseil municipal pour le désencombrement de la gare routière, la municipalité de Ziguinchor met cette décision à exécution en présence du préfet de police. Les commerçants déguerpis, eux, exigent un site de recasement. Nous retrouvons à Ziguinchor Boubacar Diassi et Lamine Mordian. Désencombrer l'enceinte de la gare routière de Ziguinchor, c'est ce à quoi la mairie de Ziguinchor s'est employée sous bonne surveillance policière. Ici, nous sommes aujourd'hui au niveau de la gare routière de Ziguinchor, où nous avons plus de 250 cantines qui sont mal implantées au niveau de la gare, si bien qu'il y a une obstruction de la voie publique au niveau de la gare.
de la gare routière. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus très tôt pour mettre en exécution la volonté de rendre cette gare routière aux normes de sécurité. Le préfet de Ziguinchor est sur les lieux. Donc c'est une mission normale pour l'autorité administrative que nous sommes quand même, de venir à la gare routière. Il y a eu des obstructions partout en fait il y a des embarras qui construisent une entrave à la circulation des personnes et de leurs biens. Mais également aussi, au-delà de cet aspect, il faut noter un réel problème de salubrité et d'hygiène aussi. La réaction de ces commerçants déguerpis. Nous sommes des citoyens comme tout le monde. S'ils nous déguerpissent, ils doivent quand même nous recaser quelque part. Le préfet rassure les commerçants. Dire que la mairie s'est engagée à accompagner les déguerpis pour leur faciliter également le recasement. Cela en rapport avec la gare routière. Le conseil municipal de Ziguinchor a décidé de faire de cette commune la plus propre du pays. Merci Boubacar. Retour à Dakar, lutte contre l'immigration clandestine. Un partenariat est signé entre le Sénégal et l'Union européenne. 9 millions d'euros dégagés, soit près de 6 milliards de francs CFA. Une nouvelle initiative pour arriver à bout de ce phénomène. Il s'agira de la formation des acteurs à travers le renforcement de capacités, le développement d'une synergie entre les forces de défense et de sécurité et de l'acquisition d'infrastructures de qualité. Compte rendu Ibou Diouf à Modouba. En Afrique, comme dans beaucoup de pays du monde, comme au Sénégal, l'immigration clandestine demeure un problème sécuritaire. Elle nécessite une réponse à la hauteur de ce mal, d'où ce partenariat opérationnel conjoint entre le Sénégal et l'Union européenne. Spécifique, qui est un projet de 9 millions d'euros, donc tout à fait considérable, vise spécifiquement le renforcement des capacités des services nationaux. D'ailleurs, nous espérons qu'avec les formations et les équipements qui seront fournis, ils deviendront aussi un centre de référence régional. Cela concerne bien sûr aussi les migrants, mais qui en bénéficieront de façon indirecte. Il a pour objectif de renforcer les capacités des forces de police, des forces armées pour lutter contre les trafiquants. Dans ce combat contre l'immigration irrégulière, les forces de défense et sécuritaires ont besoin de moyens conséquents et d'infrastructures de qualité. D'importantes infrastructures, dont la construction de sièges pour certaines unités qui sont là, la construction d'unités au niveau des régions, la décentralisation de la lutte et tout ça. Donc il y a pas mal d'aspects qui en fait vont changer dans le visage de la lutte contre le trafic de migrants. Mais le second aspect, et qui est fondamental également, c'est la formation. Donc nous allons bénéficier de formations de haut niveau, de formation moyenne et de formation de tous les niveaux. L'Union européenne, à travers ce partenariat, compte appuyer aussi techniquement le Sénégal et favoriser une approche interservice. De mieux appréhender en fait la pratique en la matière, mais également l'échange d'informations que nous aurons entre nous. En fait, le cloisonnement certainement qui existe entre les services va devoir disparaître grâce à ce projet qui mettra donc en œuvre une plateforme déjà qui est en train d'être mise en œuvre pour l'échange d'informations. 9 millions d'euros, soit près de 6 milliards de francs CFA pour ce partenariat opérationnel conjoint, un programme contre l'immigration irrégulière, le trafic des migrants et la traite des êtres humains au Sénégal. Il s'agit d'une approche interservice, d'une assistance technique et le développement d'une coopération régionale. Parlons maintenant de la violence en milieu scolaire. L'amicale des femmes du lycée Blaise Diagne prend la question à bras-le-corps. Elles ont organisé un panel ce matin pour sensibiliser élèves et enseignants sur le phénomène avec ce cri du cœur, non à la violence à l'école. Nous suivons ce reportage d'Aminata Mbaresso et Jafar Abba. Dans les médias ou à travers les réseaux sociaux, des scènes de violence en milieu scolaire sont très souvent relatées. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans nos établissements scolaires. Au-delà des enseignements, parce qu'en tant qu'enseignante, notre rôle ne se limite pas seulement à enseigner. Nous enseignons et éduquons en même temps. Donc nous profitons de ces enseignements apprentissages pour faire passer des messages de sensibilisation, mais également essayer de rattraper un tout petit peu leur éducation de base. Je ne vais pas dire que ce sont les professeurs, je ne vais pas dire non plus que ce sont les élèves, mais je vais juste dire qu'il faut qu'on mise sur l'éducation.
pour qu'il n'y ait plus de violence. Il faut juste qu'on éduque et instruise les jeunes, mais aussi les adultes, parce que les jeunes sont les adultes de demain. Il faut les éduquer pour pouvoir éradiquer la violence. À travers ce panel organisé par l'amicale des femmes du lycée Blaise Diagne de Dakar, élèves comme enseignants plaident pour une cause commune. Alors, le rôle de la femme dans cette violence, en tant que mère d'abord, c'est d'assurer à ses enfants une bonne éducation, de passer par la sensibilisation au niveau des foyers, de leur inculquer les cultes, un bel esprit, le culte de la non-violence, de la... Aliou Sarr tient ses pouvoirs grâce à un décret ministériel du 20 mars 1900. Le deuxième conseil présidentiel entre le Sénégal et la Gambie, les deux pays vont renforcer les frontières pour barrer la route au terrorisme, faciliter également la libre circulation des personnes et des biens. Les deux États vont ensemble œuvrer pour la mise en œuvre des accords sur le transport routier. Écoutons là-dessus le ministre Amadou Ba. Dans le domaine de la sécurité et de la défense, le contexte régional marqué par le terrorisme, l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière ne laisse d'autre choix qu'une coopération intense en matière de renseignement. La dégradation de l'environnement et de la biodiversité nous impose aussi de trouver des stratégies concertées afin d'éviter que ce fléau n'aggrave davantage la précarité des populations locales au point de favoriser le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. Dans le domaine de la libre circulation, il est important d'œuvrer ensemble à la mise en œuvre adéquate de l'accord sur les transports routiers. Il faudrait également œuvrer à faciliter le passage des personnes et des biens aux frontières et de créer les conditions d'une parfaite intégration de nos populations dans l'un ou l'autre pays, conformément à nos engagements dans le cadre de la CEDEAO. La rencontre des chefs d'État est prévue demain jeudi. Alors maintenant à Hambourg, grève de 72 heures des acteurs de l'eau en sachet. Ils dénoncent le forcing du ministère de l'Environnement sur la loi contre l'utilisation des sachets en plastique qui rentre en vigueur, vous le savez, le 20 avril prochain. Ils estiment qu'avec cette loi, 30 000 emplois seront menacés. Abdourahmane Gueye et Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Mercredi, jeudi et vendredi, 3 jours de grève décrétés par les acteurs de l'eau en sachet. Ils décident d'arrêter la production et la vente de l'eau. On invite tous les acteurs de l'eau à respecter ce mot d'ordre de grève. Les usines, les véhicules, tous ne seront pas fonctionnels. Encore une fois, on s'excuse auprès des populations. On ne l'a pas fait pour leur faire souffrir, mais on a un combat noble. Ces producteurs et vendeurs d'eau dénoncent la loi contre l'utilisation des sachets en plastique qui doit entrer en vigueur dès le 20 avril prochain. Le ministre a décidé de fermer toutes les usines ou faire arrêter toutes les activités qui concernent la production de l'eau en sachet. Donc cette grève, c'est une manière de vous montrer, une fois que la décision est prise, c'est comme ça que ça va se passer. Certes, ça va nous impacter, nous les vendeurs, mais la population aussi va souffrir. Selon ce collectif de vendeurs de sachets d'eau, avec l'application de cette loi, plus de 30 000 personnes seront envoyées au chômage. Merci Abdourahmane, c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous Aram, vous recevez le ministre Seydou